fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'ampleur de la crise anglophone a permis de dévoiler au grand jour la gravité de la crise humanitaire qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Comme première réponse, le gouvernement annonce le déblocage de 13 milliards de francs CFA pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions touchées par cette grave crise socio-politique. Ce plan va bénéficier de l'appui des partenaires internationaux et sont concernés près de 74 994 déplacés en interne et près de 21 000 réfugiés hors du territoire camerounais. Philémon Moyon, chef du gouvernement, a décliné ce jour les axes de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence. Écoutons à présent cette réaction de Philémon Moyon, chef du gouvernement, au micro d'Equinox Télévision. Le gouvernement doit faire face à un péril humanitaire grandissant découlant de la terreur entretenue par de bandes armées. Cette terreur a provoqué le déplacement de populations de leur lieu de résidence habituel. L'assistance humanitaire d'urgence décidée par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, concerne les personnes déplacées internes estimées à 74 966 personnes, soit 66 412 dans la région du sud-ouest et 8 554 dans la région du nord-ouest. À ces personnes déplacées s'ajoutent les victimes d'exactions dans les localités et les communautés hautes. Les besoins identifiés concernent la protection de population, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'habitat et l'assistance psychosociale. Dès le début de ces attaques terroristes, le gouvernement a engagé de nombreuses actions dans le cadre de la solidarité nationale et du vivre ensemble. Les pouvoirs publics sont depuis lors aux côtés de familles qui accueillent les déplacés internes dans les villages et grandes métropoles. Les autorités administratives ont fourni les effets de couchage, le matériel de toilette et les denrées alimentaires. Cette action a concerné aussi les élèves qui ont été accueillis dans de divers établissements scolaires de régions du littoral, de l'ouest et du centre. Ces élèves ont pu achever l'année scolaire et passer les examens officiels. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, décidé par le chef de l'État, vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées, fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique de populations affectées, promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, réhabiliter les infrastructures détruites, notamment les établissements scolaires avant la rentrée 2018-2019. Pour ce faire, les domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires. L'accès au logement, la fourniture de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, les soins de santé, l'éducation, le logement, la protection et la reconstitution de documents individuels. Ces actions sont complétées par des visites d'assistance et de réconfort aux populations réfugiées au Nigeria. Un accent sera mis sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires détruites, abandonnées ou fermées. Pour favoriser la reprise des activités agro-pastorales, le gouvernement prévoit de fournir des intrants agricoles. Un volet dédié à l'assistance psychosociale viendra compléter ces mesures matérielles afin
de réarmer moralement les victimes. Le gouvernement s'attellera à pallier la destruction des documents d'état civil et autres pièces administratives. Vous venez d'écouter donc la Philémon, chef du gouvernement, qui a décliné ce jour les grands axes du plan d'assistance humanitaire d'urgence de 13 milliards de francs CFA. Donc en première réponse à la crise humanitaire qui sévit sur le théâtre de la crise anglophone. Alors que le gouvernement évoque près de 75 000 déplacés en interne, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés parle de 120 000 à 160 000 déplacés ayant fui les violences des bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et la journée mondiale des réfugiés ce 20 juin a permis de faire le point sur la situation. Emmanuel Diop et Guizogo. Dans un coin de la journée mondiale des réfugiés de l'année 2018, avec ses traditionnelles cérémonies en faveur des réfugiés, la question des réfugiés de la crise anglophone n'est certes pas à l'ordre du jour, mais quelques explications sont données. Le Haut Commissariat aux réfugiés HCR fait le point sur le nombre de réfugiés camerounais actuellement recensés au Nigeria voisin. Au Nigeria, ils sont 20 000 et plus qui sont déjà enregistrés. On ne compte pas les personnes qui ne sont pas encore enregistrées. Outre ceci, il est aussi question des déplacés internes, toujours consécutivement à la crise anglophone. Les déplacés internes, nous n'avons pas un chiffre exact, mais sur la base des missions d'évaluation menées par les agences de l'ONU, nous avons un chiffre d'à peu près 160 000 que l'équipe humanitaire pays a documenté. Si le bureau du HCR au Nigeria prend en charge les réfugiés camerounais qui se trouvent sur le sol nigérian, un soutien est apporté localement aux déplacés internes. Le HCR a envoyé un lot d'assistance des produits non alimentaires. Et nous tenons prêts encore à leur venir en aide. Mais bien sûr qu'il se pose aussi un problème de financement. Le HCR n'y va pas en rang dispersé, n'y va pas seul. Nous travaillons en concert avec les autres partenaires de l'équipe humanitaire pays. Mais l'on perçoit, au-delà de toutes les explications, que la question des réfugiés et déplacés internes au Cameroun, suite à la crise anglophone, reste délicate pour le HCR qui en parle avec circonspection. Et dans l'extrait qui va suivre, Roseline Okoro, représentante adjointe du HCR au Cameroun, revient sur l'état des lieux de la situation humanitaire et des réfugiés au Cameroun. Elle est au micro d'Equinox Télévision. 38 000 centrafricains à l'est, à la Damawa et le nord. Nous avons 93 000 Nigérians dans l'extrême nord. Nous avons 22 000 dans les villes de Yaoundé et Douala. Et toujours dans les mêmes villes, dans les 22 000, c'est des réfugiés déjà reconnus, documentés. Et nous avons aussi 7 000 demandeurs d'asile dans les deux villes de Yaoundé et Douala. Et bien sûr, 241 000 personnes déplacées internes à l'extrême nord. Et comment vivent les populations des zones anglophones déplacées? Une descente en forêt de nos reporters aux côtés de la Fondation Aya a permis de toucher les réalités sur le terrain entre absence totale de médicaments, de nourriture ou encore du moindre confort. Le constat de l'indigence est Criard, Davison Maimo et Eric Macial Djomo. Banga Bakoudou, dans la région du sud-ouest. Le village reste un cimetière géant, rasé qu'il a été par un vaste incendie du fait de la crise anglophone. Les exactions des différents protagonistes ont poussé les populations à prendre leurs jambes à leur cou pour trouver refuge dans cette forêt, plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur. Dans ce camp vivent près de 200 déplacés qui, pour se nourrir, s'en remettent à la générosité de Dame Nature. Nous parcourons la forêt au quotidien à la recherche de la nourriture.
Que ce soit le macabo sauvage ou encore la cola, nous nous en contentons. Sans véritable bâtisse, les déplacés dorment pour certains à la Belle Étoile et pour d'autres dans des huttes de fortune bâties à l'aide de piquets et couvertes de feuilles de palme en guise de toit. En cas de pluie, on se débrouille comme on peut. Quand il pleut, nous nous abritons tous sous une hutte, parfois près de 200. Nous restons tous debout jusqu'à ce que la pluie cesse. De nombreux enfants et des femmes enceintes peuplent ce camp. Exposés à plusieurs types de maladies, cette couche vulnérable n'a malheureusement accès à aucun médicament. Il n'en existe pas ici. Là encore, la nature se charge de soigner les malades. I'm pregnant. How many months are you? 6 months. 6 months. Je suis enceinte depuis 6 mois et je suis dans cette forêt depuis environ 1 mois et demi. Je souffre constamment de fièvre due aux piqûres de moustiques et autres insectes. Je ne prends aucun comprimé. Je me contente des écorces et de certaines herbes médicamenteuses. Traditional herbs to cut grasses from one place to another to help ourselves. Nous n'avons aucun médicament pour les enfants. Nous les soignons grâce à la médecine traditionnelle. Depuis plus de 2 ans, la plupart des enfants ici n'ont pas mis les pieds dans une école. À cause de cette guerre, je ne vais pas à l'école depuis. Avant d'arrêter, je faisais classe 6. Je n'ai ni composé le First School Living Certificate, encore moins le Common Entrance. La fondation Aya pour les femmes et les enfants a décidé de venir en aide à ces nécessiteux à travers des médicaments, des denrées alimentaires et la construction des tentes recouvertes de bâches. Un véritable ouf de soulagement pour ces déplacés. Dans le reste de l'actualité, ambiance tendue ce mercredi matin à l'église évangélique du Cameroun, paroisse du Centenaire à Akwa Douala. Les partisans du pasteur Priso mongolais ont fait irruption pour empêcher la tenue de la réunion des présidents des 22 régions synodales. Ils exigent notamment le respect de la décision de justice interdisant la prise de fonction du bureau élu lors du synode général de Ngaoundéré en 2017. Warren Zedeux et Xavier Foucault. Le statu quo, le bureau est suspendu. Le bureau mal élu est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il a fallu la présence des forces de l'ordre et l'arrivée de Joseph Bertrand Maché, préfet du Vouri, pour calmer les esprits surchauffés des partisans de Mongolais Priso à l'église évangélique du Centenaire à Akwa Douala. Ces derniers demandent au camp de Samuel Njatoya de respecter la décision de justice qui suspend le bureau élu en Ngaoundéré en 2017. Ils se sont opposés à la tenue d'une réunion synodale qui devait y avoir lieu. Qui voulaient tenir une réunion élargie qui est statutaire alors qu'ils n'ont pas le pouvoir de la tenir. Le bureau étant suspendu, aucune réunion statutaire n'a le droit de se tenir. Le préfet a rencontré les deux parties pour une mise au point. Face à une incompréhension dans l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel du littoral et face à ce qui m'a paru comme un début d'incident frisant d'un part la voie de fait pour certains, d'autre part une certaine attitude de défiance vis-à-vis de la justice, il était question pour moi de venir rappeler aux deux parties que c'est vrai, la justice s'est prononcée à travers un arrêt de la Cour d'appel qui a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Au sortir, des recommandations ont été faites aussi bien aux partisans de Mongolais Priso qu'à ceux de Jean-Samuel Njatoya. On n'exécute pas une décision de justice en amenant des gens avec des plaques et autres. D'autre part, on ne défie pas la justice en programmant des assises qui, de mon point de vue, contribuent davantage à compliquer la situation. Je leur ai demandé, à travers leur conseil,
d'exploiter toutes les voies de droit et de cesser de nous offrir ce genre de spectacle. Si le cas en prison se réjouit de cette décision, l'avocat de l'église évangélique du Cameroun, Maître Kamako, sans s'opposer à la décision préfectorale, s'exprime au sujet de l'objet du grabuge. Vraiment, c'est une situation de non-droit, c'est une véritable voie de fait. Ce que nous appelons dans notre jargon un véritable gangstérisme judiciaire. Parce qu'il est inadmissible qu'une décision soit rendue, que l'expédition de la décision ne soit même pas encore prête, et que les gens se déversent dans la rue avec les pancartes, avec les banderoles, avec tout ce qu'il y avait écrit, comme vous avez pu le constater là, c'est vraiment inadmissible. Est-ce que c'est la rue qui exécute désormais les décisions de justice? C'est pas la rue. Il n'y a pas du chir là-bas, il n'y a rien. Ils savaient bien qu'il s'agit d'une véritable voie de fait qui est inadmissible dans un état de droit. Il a clos ses propos en précisant qu'ils feront recours et se plieront à la dernière décision de justice qui sera rendue. Les populations de l'Holodof vivent un véritable calvaire depuis 10 mois. Cette ville située dans la région du Sud, des plongées dans le noir, les coupures intempestives d'électricité ainsi que délestage ont complètement modifié le quotidien de vie de ces populations. Le reportage de Joaniem, Isabelle Carole Zopet. Colère et désespoir habitent les populations de l'Holodof dans le département de l'Océan, région du Sud. Pour cause, depuis plusieurs années, ces habitants sont sévrés de l'énergie électrique. Depuis le 16 janvier 2016, nous n'avons pas le courant ici. Donc c'est la question à poser si nous, l'Holodof est dans le Cameroun. Dans cette commune du Cameroun, les délestages font désormais partie du quotidien des riverains. Les plaintes fusent de toutes parts et les conséquences sont de plus en plus importantes. Certains gens sont en train de quitter dans la ville. Certains gens sont en train de quitter dans la ville. Donc, il y a les coiffeurs qui quittent dans la ville, les soudeurs, les gens qui vivent. Le recours au groupe électrogène ne va pas sans conséquences. Parce que quand il y a le courant, nous travaillons sans souci, sans problème. Tu peux payer 500 000 ou 400 000 pour le carburant. Mais quand il y a courant, tu peux payer 100 000 ou 50 000. La société en charge de la distribution de l'énergie électrique, quant à elle, continue de briller par son mutisme. Et je vous le disais en titre, c'est un scandale enregistré dans le système éducatif au Cameroun. 8000 élèves n'ayant pas d'acte de naissance n'ont pas pu composer l'examen du CEP dans la région de l'extrême nord Cameroun et le Bureau national d'état civil tire la sonnette d'alarme. Amadou Daïro et Julienne Berthe-Bissaï. L'établissement des actes de naissance dans la région de l'extrême nord est un fait inhabituel des populations. À Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga, 8000 candidats au certificat d'études du premier cycle ont raté leur examen par manque de ce document. Leurs géniteurs tentent de s'expliquer. La maman n'a pas étudié, le papa n'a pas étudié et puis ils ne savent pas l'importance de l'acte de naissance. Alors peut-être maintenant, petit à petit, avec la sensibilisation dans les communautés, ils sauront maintenant l'importance et puis ils viendront chercher l'acte de naissance. La plupart des cas, c'est l'ignorance. Difficile de croire, mais c'est la réalité. Les autorités traditionnelles et officiers d'état civil dénoncent plutôt des lenteurs dans le processus d'établissement des actes de naissance et le manque de communication des pouvoirs publics. Personnellement, ça me choque parce que les parents n'ont pas déclaré leur naissance à temps et ils n'ont pas effectué les actes de naissance à leurs enfants. Et c'est la faute à qui? Peut-être sûrement aux autorités même administratives. Ils n'ont pas pu informer les gens à temps. Les parents sont restés dans les coins les plus reculés du village. Obligatoirement, ils doivent reprendre l'année prochaine. Il faut des procédures. Les procédures demandent encore du temps, beaucoup de temps. Donc nous déplorons cela. Avec la présence du DG, peut-être que ça pourra nous soulager. Il va peut-être nous donner des routes et nous allons satisfaire ces enfants-là.
Les responsables du Bureau national de l'État civil, accompagnés des membres de l'UNICEF avec le concours de l'Union européenne, ont échangé avec les acteurs de ce secteur. J'ai vraiment déploré ce fait que dans l'arrondissement de Mokolo, qu'on signale qu'il y a eu 8000 n'est-ce pas, élèves arrivés en classe de cours moyen 2 qui n'ont pas pu composer le CEP parce que faute, n'est-ce pas, d'acte de naissance. Eh bien, j'ai conseillé, n'est-ce pas, le jugement supplétif. Et pour ce qui me concerne, n'est-ce pas, j'ai promis, n'est-ce pas, la remise de registre d'état civil, n'est-ce pas, en nombre suffisant, n'est-ce pas, dans tous ces centres d'état civil là. Et nous sommes en train de mener des actions dans le cadre de l'offre de l'état civil. Nous avons apporté des outils ici pour promouvoir, n'est-ce pas, les déclarations de naissance. La région de l'extrême nord figure parmi celles qui représentent les taux les plus faibles d'établissement d'actes de naissance. Dans le couloir des médias à présent, un compte d'affectation spécial dédié au financement de la presse camerounaise. Le ministre de la Communication a pris l'engagement de mettre dans ce sens pour la mise en place de ce compte d'affectation. Issa Tirou Bakari a réuni ce jour à Yaoundé les patrons de presse ainsi que leaders syndicaux afin de déceler les obstacles à l'application de la convention collective signée depuis 2008. Joël Senga et Marcelin Gansop. Signé le 12 novembre 2008. Voici bientôt 10 ans que la convention collective dort dans les tiroirs, pendant que les journalistes et autres professionnels de la communication tirent le diable par la queue. En dehors de quelques cas isolés dont il faut se féliciter, la plupart des journalistes exerçant dans le secteur privé perçoivent des salaires de catéchistes, loin des 135 000 de rémunération de base qui avaient été proposés pour tout journaliste en début de carrière. Le syndicat des journalistes et employés du Cameroun accuse les pouvoirs publics qui étaient partie prenante de la convention mais qui n'ont pas joué leur partition jusqu'ici. Si nous avons une floraison des titres aujourd'hui, c'est lié au fait que la loi de 90 sur la communication sociale est liberticide. Si vous avez 10 000 francs, vous allez à la préfecture, vous aurez votre récépissé. Hein. Mais si maintenant, il est question que vous ayez un registre de commerce, que vous mettiez en entreprise, que vous passiez du côté des impôts et que vous passiez du côté de la CNPS, avant de venir au niveau de la préfecture, vous verrez que beaucoup de gens ne vont pas courir vers la création d'entreprises de presse. La création d'un compte d'affectation était justement au menu de la réunion convoquée par le ministre de la Communication. Tous ont convenu que l'avenir de la presse passe par la mise en place de ce fonds qui n'a rien à voir avec l'aide publique à la communication privée, considérée par les patrons de presse sérieux comme l'argent des beignets. Je veillerai personnellement et en cela je serai appuyé aussi bien par le ministre des Finances que par le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous allons donc remettre le métier à l'ouvrage, faire en sorte que le compte d'affectation tel que suggéré par les États généraux de la communication et en cela validé par le Premier ministre chef du gouvernement, que ce compte d'affectation soit créé, mis en place. Une fois que nous aurons donc mis en place ce compte d'affectation, beaucoup de problèmes auxquels les organes de presse, qui deviendront des entreprises de presse, beaucoup de problèmes auxquels ces institutions sont confrontées, se trouveront donc une solution. Mais au-delà de tout, les syndicats et les patrons de presse militent pour un assainissement du quatrième pouvoir, devenu une sorte de cour du roi Péto. L'État aujourd'hui se vante, on parle de plus de 500 titres, plus de 100 radios, plus de je ne sais pas combien de télé. Mais je dis, la viabilité d'une presse dans un pays ne se mesure pas au volume, c'est à la qualité de la production. Vous n'avez qu'à voir, il y a certains titres qui sont là de façon épisodique. Certains journaux même s'appellent des événementiels, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent que lorsqu'il y a une solution, une situation à régler. Après ça, ces journaux disparaissent. Des propositions ont été faites concernant la gestion de la publicité, de la commande publique et bien d'autres. Elles seront acheminées par écrit sur la table du ministre de la Communication, avec l'espoir qu'elles connaîtront un bien meilleur sort que les états généraux de la communication dont les résolutions peinent à être implémentées.
On parle de toute autre chose à présent. La SEMAC engage un bras de fer pour le rapatriement des recettes d'exportation confrontés à une grave crise économique. Ces pays de la sous-région peinent à reconstituer leurs réserves de change. Malgré l'existence d'une réglementation sous-régionale, un clair-obscur entoure les opérations de rapatriement des recettes d'exportation dans les secteurs des industries extractives. Très peu de multinationales se plie aux injonctions de la SEMAC. Dans le cadre du suivi du programme des réformes économiques sous-régionales, des experts de la SEMAC sont réunis à Douala pour évaluer la mise en œuvre des dites réformes et convier pour la première fois des dirigeants des compagnies pétrolières à une réunion interministérielle sous-régionale dans la perspective d'accélérer la reconstitution des réserves de change en zone SEMAC. Écoutons à présent cette réaction de Michel Ndiena-Wembou, secrétaire permanent du programme des réformes économiques de la SEMAC au micro d'Equinox Télévision. Il y a le volet social auquel nos chefs d'État tiennent, l'éducation, la santé. Il était question également aussi de regarder comment faire de la BEAC un outil puissant du financement du secteur privé dans notre région pour financer nos projets de développement. Je parle de la BDEAC, c'est-à-dire la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Parce que pour financer le secteur privé, il faut qu'il y ait des recettes et qu'il faut qu'il y ait des ressources gérées par une banque de renommée internationale efficace. Nous avons la BDAC et à l'instar de son homologue de l'Afrique de l'Ouest, il est question d'en faire un puissant instrument de financement du secteur privé et donc de nos entreprises. Il faut aussi accélérer la question de la fusion des bourses. Comme vous savez, un accord historique a été signé entre les deux institutions. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est les aspects opérationnels et les aspects pratiques. Et cela, ça doit se discuter. Il est également question, comme a dit le président de la cellule de suivi, de discuter pour la première fois avec les compagnies étrangères qui exploitent les ressources naturelles dans notre sous-région. C'est un échange pour que nous puissions aborder la question du rapatriement des recettes d'exportation parce qu'il faut absolument renforcer les réserves de change dans notre sous-région. L'actualité hors de nos frontières à présent en Côte d'Ivoire, de graves inondations causent la mort d'au moins 15 personnes, plusieurs blessés ainsi que de nombreux déplacés enregistrés. Les fortes pluies qui sont abattues dans la ville d'Abidjan ont rendu plusieurs quartiers impraticables. Face aux intempéries, le gouvernement annonce un projet d'assainissement de montant de 530 milliards de francs CFA pour la période 2018-2033. Carlos Minoué, Kedia. C'est près d'une vingtaine de personnes tuées et pas moins d'une bonne centaine secourues qui sont inscrits dans le bilan provisoire des dégâts causés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. De nombreux logements et véhicules ont été emportés par les eaux en furie, dont des quartiers tels que Cocody, Port-Boué et Adjamé, de quoi créer une instabilité du point de vue sécuritaire pour ces nombreuses familles qui sont désormais à recaser. Selon Emmanuel Kouadio, le secrétaire général de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, de nombreuses personnes installées dans les zones à risque doivent déménager de celles-ci avant que survienne le pire aux prochaines averses. Un ensemble de mesures qualifiées de précoces ont été prises afin de protéger la population. Une population qui n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Selon elle, une urbanisation arnachique d'Abidjan au mépris des règles de sécurité, de la topographie naturelle de la ville, avec ses bassins versants, serait à l'origine de ce drame. Rajoutez à cela la mauvaise gestion de la voirie, des canaux d'évacuation de la capitale où se mélangent eaux pluvieuses et eaux usées. Coupe du Monde Russie 2018, ça passe ou ça casse pour le Nigeria, défait lors de leur premier match. Les Super Eagles affrontent ce jeudi l'Islande. La sélection nigériane a effectué ce jour une autre séance d'entraînement. Dallas Sana et Jean-Paul Chouniat. Partis de Kaliningrad, les Super Green Eagles du Nigeria ont aménagé à 1771 km de leur ancien camp de base. Aussitôt leur valise déposée à Volgograd,
John Obi Mikel et ses coéquipiers ont effectué une petite marche dans la cité de Volgograd pour changer d'air et se faire quelques repères dans leur nouvel environnement. Causerie à bâton rompu pour essayer de vite oublier la défaite du premier match. La petite balade achevée en matinée. Les Super Eagles multiplient les séances d'entraînement depuis leur installation à leur nouveau camp de base. De jour comme de nuit, une seule idée trotte dans les esprits. Tout fait pour remporter le match décisif face à l'Islande. Petit pousset de cette Coupe du Monde qui a tenu en échec un but partout, l'Argentine de Lionel Messi. John Obi Mikel et ses coéquipiers savent bien qu'ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent rêver d'une probable qualification au deuxième tour. Dernier de leur groupe à 0 points, les Super Eagles ont démarré la compétition sur une défaite. 0 but contre 2 face à la Croatie, qui est pour l'instant leader du groupe D à 3 points, suivi de l'Argentine et l'Islande, 1 point chacun. Cette deuxième journée dans le groupe D se veut très déterminante pour dessiner les deux qualifiés des huitièmes de finale. Les Super Eagles du Nigeria jouent donc leur destin ce 22 juin contre l'Islande au Volgograd Arena Stadium, après le choc Argentine-Croatie un jour plus tôt. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.